Vous écoutez Aligre FM 93.1. Sur Aligre FM et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Je vous propose aujourd'hui de revenir une trentaine d'années en arrière. Nous sommes le 22 mai 1985. Le journaliste Jean-Paul Kaufmann et le chercheur en sociologie Michel Seurat sont enlevés juste après l'atterrissage de leur avion à Beyrouth, au Liban. Ils rejoignent alors Marcel Fontaine et Marcel Carton, tous deux fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères enlevés 2 mois plus tôt. C'est la fameuse affaire des otages du Liban, et malheureusement d'autres suivront en 1986. Un mouvement inédit de soutien est organisé en France par Joëlle Brunerie, gynécologue, l'épouse de Jean-Paul Kaufmann. Une mobilisation médiatique, artistique et politique qui, 3 ans durant, ne va cesser d'alerter l'opinion publique. Ces événements vont bien évidemment secouer la famille du journaliste, son épouse et ses 2 enfants. Et c'est ce récit qui inscrit un destin familial dans une France des années 80, gouvernée par la gauche mitterrandienne, qui est au cœur du livre, écrit par celui qui est mon invité aujourd'hui, l'aîné des fils Kaufmann, Grégoire Kaufmann. Bonjour Grégoire Kaufmann. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des 19e et 20e siècles, enseignant à Sciences Po Paris. Vous avez notamment publié une biographie d'Édouard Drumont, l'homme politique anti-Dreyfusard et antisémite, qui a remporté le prix du Sénat du livre d'histoire en 2007. Et plus récemment, vous avez publié Hôtel de Bretagne en 2019 chez Flammarion, qui, à travers l'histoire de votre grand-père maternel, Pierre Brunerie, raconte la Seconde Guerre mondiale et l'épuration qui a suivi la libération dans un coin du Finistère Sud. Et aujourd'hui, vous publiez un autre récit qui entremêle la grande histoire et celle de votre famille. Il s'agit de L'Enlèvement, toujours aux éditions Flammarion. Quel a été le point de départ de votre replongée dans cette histoire à la fois familiale et française ? La découverte d'un fonds d'archives exceptionnel, conservé dans la maison de mes parents dans les Landes, plus exactement dans la grange attenante à la demeure principale. Il y avait ce coffre en bois relégué au fond de la resserre, dans un angle sombre. Et dans ce coffre, il y avait les archives du comité de soutien des amis de Jean-Paul Kaufmann, l'association fondée par ma mère immédiatement après l'annonce de l'enlèvement de Jean-Paul Kaufmann, mon père, et de Michel Seurat à Beyrouth. Et ces archives disent l'intensité de la mobilisation. 3 ans durant, ma mère n'a cessé de lutter pour qu'on n'oublie pas les otages, de tenter de mobiliser les médias, l'opinion publique, les politiques. C'était une correspondance incroyablement riche, puisqu'elle conservait également des milliers et des milliers de lettres reçues de toute la France et qui sont comme une sorte de coupe sombre sur les imaginaires et les sensibilités d'alors. Ce fonds était tellement fascinant que, étant le seul historien de la famille, j'avais envie d'en faire quelque chose, même si au sein de ma famille, c'est évidemment un sujet douloureux et compliqué. Mon frère, qui est auteur et journaliste, n'a jamais souhaité écrire sur la question. Mon père non plus, même si à travers ses différents ouvrages, il file la métaphore autour des thèmes tels que l'insularité, les confins, la solitude, une manière peut-être de parler de son histoire sans en parler, ou en tout cas par le processus de métabolisation littéraire, d'en dire une chose sans la verbaliser tout à fait. Et moi, j'avais envie donc de me retrousser les manches, de me mettre au travail et d'explorer ce fonds documentaire. Ça a été long et fastidieux puisque avec les moyens du bord, avec mon iPhone, j'ai pris 17 000 photos. Il a ensuite fallu les digérer, les classer, les inventorier et les confronter à d'autres sources, notamment des sources audiovisuelles et des sources imprimées. Vous aviez un besoin personnel de vous replonger dans cette histoire ? Parce que vous auriez pu aussi bien confier cette tâche à quelqu'un d'extérieur à la famille ?
J'avais envie, moi, de m'emparer de cette histoire et d'en faire quelque chose. Sans doute le temps était-il venu. J'avais aussi envie de reconstituer les pièces du puzzle. J'avais évidemment des souvenirs très précis de ces 3 années, mais il y avait une forme de flou chronologique et j'avais besoin d'affiner un petit peu mon regard sur cette période et surtout de confronter mes souvenirs de préadolescent aux archives que j'avais sous les yeux. Et ça a été un travail intéressant aussi sur le plan de la manière d'écrire l'histoire et d'explorer les tensions entre la mémoire et l'histoire, puisque parfois mes propres souvenirs ne correspondaient pas du tout aux archives que j'avais sous les yeux. Et c'est cette tension et cet effet de contraste que j'ai également essayé de restituer dans mon ouvrage. Et quels souvenirs vous aviez de cette époque? Parce que vous aviez 10 ans environ à l'époque. Est-ce que vous preniez des notes? Est-ce que vous aviez un carnet, un cahier? Ou est-ce que ce sont des souvenirs que vous avez finalement recolligés 35 ans après? Alors j'ai retrouvé quelques petits journaux intimes de moi à l'époque, mais pas grand-chose. J'ai retrouvé mes bulletins scolaires. J'ai utilisé tous ces matériaux évidemment, mais les sources qui étaient dans ce coffre me concernaient directement aussi, puisqu'il y avait beaucoup d'articles sur mon frère et moi, un fils d'otage, des interviews également. Par exemple, en décembre 1985, je suis tombé sur une longue interview donnée au magazine Elle par mon frère et moi, où on raconte notre vie d'enfant d'otage et où c'est le registre quand même de la confession, où il y avait des paroles qui étaient les miennes et dont j'avais totalement perdu le souvenir. Et encore une fois, ça a été ce travail de mise en tension entre et parfois d'harmonie et parfois aussi de discordance entre ce que j'avais retenu de cette période-là et puis cette matière archivistique extrêmement dense et extrêmement riche. Votre mère a qualifié cette période forcément douloureuse des années couleur d'étain. Couleur d'étain et pas couleur de plomb, même si les deux ont une teinte grisâtre, l'étain est plus brillant. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait quand même des points positifs? Tout ne fut pas noir à cette époque? Alors, c'était un moment vertigineux, c'est-à-dire qu'on est passé d'un monde très ritualisé, répétitif, comme peut la connaître une famille française parmi d'autres. Et puis, moi, j'étais en 6e et tout d'un coup, il y a cette formidable accélération du temps. Il y a ces adultes en pleine fièvre, hein, saisis par la douleur et par l'angoisse aussi. Il y a ces flashs d'infos, ces téléphones qui crépitent en permanence et ce monde d'adultes quoi, frénétique qu'on avait sous les yeux. Et tout d'un coup, il y a eu ce moment de bascule entre la vie d'avant et la vie d'après. Alors non, je garde pas de bons souvenirs de cette période. Hein, je pense que je n'en garde aucun. Même si c'était pour moi la période des premiers amours et des premières explorations adolescentes, comme n'importe quel gamin peut en vivre au même âge, mais a posteriori, non, le travail de reconstruction de ma propre mémoire par rapport à ces 3 années reste un très très mauvais souvenir, un souvenir cauchemardesque, puisque mon père était parti et qu'on était quand même dans la crainte en permanence, puisque il est otage et en fait, ce qui se dit quand on est otage, en fait, c'est que il y a un chantage à la mort qui est exercé en permanence. Donc il y avait déjà cette idée de la mort possible qui s'invitait dans la famille et qui a été douloureuse pour mon frère et pour ma mère. Alors, revenons aux événements, parce que très vite après l'enlèvement, l'association des amis de Jean-Paul Kaufmann se constitue. Qui en étaient les membres fondateurs, disons, et les chevilles ouvrières? Alors, ma mère et son vieux copain de l'époque des études à la fac de Nantes, Michel Cantal-Dupart, devenu en ce début des années 80 un urbaniste et architecte très proche des réseaux de pouvoir mitterrandiens. Il avait fondé avec Roland Castro la mission Banlieue 89 qui visait à imaginer le Grand Paris, hein, rien de moins. Donc Michel Cantal-Dupart était un peu le génie moteur de cette association avec ma mère et ils ont en fait c'est aussi l'histoire d'une bande de copains, c'est-à-dire ils se sont retrouvés un peu avec les moyens du bord pour fonder cette association qui d'ailleurs n'a jamais été il n'y a jamais eu de statut déposé de cette association qui est toujours restée informelle, mais c'est quoi? C'est une bande de quadragénaires qui ont une expérience du militantisme, hein, parce qu'ils ont souvent milité dans les années 70, ils sont souvent passés par les milieux gauchistes, maoïstes, trotskistes, et ma mère est passée évidemment par les mouvements féministes de ces années 70, puisque elle avait
elle s'était engagée au moment de la lutte pour la dépénalisation de l'IVG qui allait aboutir à la loi Veil. Elle avait donc une expérience militante et ils avaient donc ce savoir-faire qui vont reconvertir en quelque sorte dans le comité de soutien. Ils arrivent assez aguerris avec une sensibilité à l'ère du temps, au pouls des années 80, aux pulsations de ces années électriques. Et en même temps, ça correspond pour eux à cette bande de copains, ça correspond aussi à un tournant. Ils sont devenus des quadragénaires avec enfants. Ils ont un peu laissé derrière eux les utopies révolutionnaires et ce désir de changer la vie qui avait porté Mitterrand au pouvoir en 1981. Ils se sont assagis. Au pouvoir, on a affaire à une gauche gestionnaire pragmatique, qui a un peu brûlé aux orties toutes les promesses de 1981, Mitterrand ayant en partie trahi les aspirations des classes populaires qui avaient voté pour lui. Donc cette bande de copains représente un échantillon parmi d'autres de ces mitterrandistes assagis qui néanmoins n'ont pas perdu le souvenir de leur engagement militant et qui vont encore une fois le convertir et le réinvestir dans la mobilisation pour les otages français au Liban, parce qu'ils ont ils savent ce qu'est l'agit-prop, l'ayant déjà pratiqué, et donc leur action auprès des médias est aussi un héritage de leur passé militant. Dans les actions peut-être les plus marquantes, on se souvient effectivement de l'impact médiatique que l'association a eu. Par exemple, à partir du 29 mars 1986, le journal télévisé du 20h d'Antenne 2 commence par un rappel de la liste des otages et de la durée de leur détention. Quelles sont les autres actions qui vous ont semblé marquantes et est-ce que vous participiez vous-même à ces événements ? Oui, ma mère nous emmenait dans les manifs. Il y a eu de nombreux rassemblements qui ont eu lieu, notamment en mars 1986 devant l'Assemblée nationale. Il y a eu un rassemblement au Trocadéro, il y a eu des soirées de soutien, il y a eu des galas, il y a eu des émissions spéciales. Il faut aussi souligner l'immense solidarité des journalistes, puisqu'en quelque sorte, c'était l'un des leurs qui avait été pris en otage. Et puis, s'engager publiquement en faveur d'un journaliste, c'était aussi pour eux une manière d'éprouver leur propre pouvoir sur le champ politique, en quelque sorte. C'était aussi une réaction corporatiste, de solidarité, mais néanmoins corporatiste, des journalistes qui vont utiliser aussi les leviers dont ils disposent pour soutenir ma mère et pour s'engager à fond derrière la lutte engagée par le comité. Alors, on l'a dit, ce livre, c'est aussi l'occasion de retraverser l'époque, la France de la fin des années 80. Et par exemple, donc l'association avait été hébergée un temps à bord d'une péniche sur la Seine et elle a été amarrée au niveau du Pont-Neuf. Or, c'est en septembre 1985 que l'artiste Christo a emballé le Pont-Neuf et on a tenté de faire déguerpir la péniche, mais ça n'a pas marché. Vous avez résisté. Voilà, Christo, c'était vraiment le pape du land art. C'était l'artiste mondialisé par excellence. Il avait déjà empaqueté des vallées entières en Californie. Enfin, il avait empaqueté même, je crois, une île dans la baie de Miami. Donc, c'était vraiment l'artiste de la démesure et de la provocation d'une certaine manière, puisque c'était ces sortes de happenings à grande échelle avaient aussi hérissé un certain nombre de critiques d'art. En tout cas, c'est un artiste qui dispose d'une véritable légitimité à l'époque, et ça fait 10 ans, lui, qu'il essaye Christo. Ça fait 10 ans qu'il essaye d'empaqueter le Pont-Neuf. Il fait des démarches auprès des services dédiés, le ministère de la Culture, où il a le soutien de Jacques Lang. C'est très compliqué, puisqu'il a affaire aussi aux lenteurs administratives typiques de l'administration française. Bref, et il obtient enfin sa permission d'empaqueter le Pont-Neuf, quoi. Et l'inauguration est prévue un jour d'automne 1985, et quelques jours avant l'inauguration, ne voit-il pas arriver devant son Pont-Neuf cette péniche avec la photo des otages qui vient en quelque sorte gâcher la fête. Donc il va tenter de faire pression sur ma mère et sur Cantal Dupart pour essayer de déplacer la péniche un peu plus en amont, pourquoi pas près du Pont des Arts par exemple, un peu plus loin, quoi. En gros, le message c'était, vous voyez, l'empaquetage du Pont-Neuf, c'est l'hymne à la joie, c'est une fête de la beauté, et votre péniche un peu départ le projet de Christo et parasite les interactions qu'il aime à entretenir avec ses publics. Mais ma mère tiendra bon, et la péniche ne bougera pas d'un pouce.
Comment évolue la mobilisation avec le temps? Parce qu'il y a un moment important, c'est l'été 1985, donc le premier été après l'enlèvement. Comment se passe la rentrée? Est-ce que vous trouvez que les gens commencent à se lasser ou est-ce que vous arrivez à relancer la machine? Alors, jusqu'au début de l'année 1986, il y a encore cet élan de solidarité qui est présent. Il y a une mobilisation des médias qui ne faiblit pas ou peu, même si on assiste à un pourrissement du dossier parce qu'on a peu de nouvelles et que les otages, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Les services du ministre des Relations extérieures de l'époque, Roland Dumas, bercent ma mère de vagues promesses. Mais il y a cet élan qui ne faiblit pas. Simplement, à partir de l'annonce de la mort de Michel Seurat en mars 1986, on assiste à un véritable tournant dans l'affaire puisque le parti pris de ma mère était de dire parler des otages, c'est protéger leur vie, rendue ainsi plus précieuse qu'un diamant, c'est son expression à l'époque. Évidemment, parler des otages, ça augmente, ça fait le jeu des ravisseurs. Ça en fait une monnaie d'échange plus précieuse, ça elle en était consciente, mais en même temps, le silence mène au fatalisme et à l'oubli. Et donc le parti pris de ma mère, c'est l'engagement a été de faire qu'on ne les oublie jamais et qu'on en parle, même si elle était critiquée, mais désavossée déjà à l'époque du printemps 85, il était 85, mais majoritairement ces relais, la presse, les politiques la soutenaient. À partir de la mort de Michel Seurat en mars 86, tout d'un coup, eh bien voilà, on envoie des photos de Michel Seurat dans son linceul. Les ravisseurs annoncent l'avoir exécuté. On saura bien plus tard qu'en fait il n'a pas été exécuté, mais qu'il est mort de maladie en détention. Il n'en reste pas moins que ces images sont d'une extraordinaire brutalité. Et surtout, un certain nombre de politiques, de journalistes vont tout d'un coup se dire écoutez, Joël Kaufmann et son comité, voilà à quoi ça aboutit. Et puis elle dit que parler des otages, c'est protéger leur vie, mais apparemment, c'est pas la manière de voir des ravisseurs à en juger par les photos du corps de Michel Seurat enveloppé dans son suaire. Donc, il y a tout d'un coup, cette réticence qui va s'exprimer de plus en plus de la part d'une partie de l'opinion, même si beaucoup de journalistes continuent à être solidaires, mais en gros, on va vouloir faire taire aussi le comité Kaufmann. Oui, ça c'est quelque chose de très important parce que c'est un aspect que vous n'éludez pas. Vous dites bien que votre mère notamment était la cible de critiques personnelles. On lui disait qu'une bonne épouse d'otage devait se taire, elle devait laisser faire les professionnels de la politique et que parfois certaines actions comme un concert n'avaient aucun rapport avec la situation. Est-ce qu'il y a eu des moments où l'association a failli baisser les bras ? Non, il y a eu toujours les fidèles entre les fidèles qui sont restés sur le pont de la péniche dans la mobilisation permanente. Mais c'est vrai que, à force, l'usure, le doute découragent un certain nombre d'énergies et ils sont moins présents au comité autour de ma mère au cours de l'année 1986. Il va y avoir de moins en moins de monde aux réunions du mardi soir puisqu'ils décident d'organiser leurs réunions à rythme hebdomadaire. Elles avaient été quotidiennes au début et puis le projet s'installant dans le temps long, ils décident de faire des réunions hebdomadaires et puis c'est vrai que parfois ils sont gagnés par le découragement parce que parfois il se passe des semaines voire des mois sans nouvelles, des traversées du désert là où il y a une sorte de mur de silence, on sait pas ce qui se passe. Ma mère essaie de mobiliser les journalistes qui en ont aussi parfois un peu assez. Il faut toujours trouver une justification pour parler des otages, mais parfois il y a aucune actualité. Alors ma mère essaie d'organiser les soirées spéciales et va voir ses copains journalistes, mais voilà, la fougue du début commence à se déliter au fil du temps, et donc ça a été pour ma mère très pénible de devoir lutter en permanence contre, pour reprendre une expression de l'Humanité, le journal communiste, contre cette conspiration du silence, même si c'est un peu exagéré d'employer ce terme. En tout cas, il y a toujours un noyau dur qui persiste avec une mobilisation très forte. Et c'est dans ce genre d'épreuve aussi qu'on reconnaît ses amis. Je vous propose un premier intermède musical, Grégoire Kaufmann, et on en reparlera juste après parce qu'il y a évidemment un lien avec ce qu'on vient de dire. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Le monde est violent, se vide du vivant. Les gens un cran rivés sur écran, hypnotisés comme des morts vivants. Mutant dépités, déportés sur bateau, des maths et pétrifiés devant la défaite annoncée. Les yeux violets d'images vilaines devant avariés, l'âme délavée dans la lessiveuse de billets. Chaque jour qui vient, un nouveau phare s'éteint et rejoint le chemin qui mène à l'autoroute des Vendins.
Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, déshumanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains tétanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains déshumanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains tétanisés. Nos vies avalées dévaluent au gré des marées qui ramènent les corps sur les barbelés. Des armées sans hommes avilisent des humains sans âme dont la flamme s'est diluée. Le monde se lisse, hisse les parvenus au sommet d'un palais qui s'est vidé. Des humains désœuvrés amassés dans l'impasse face au gouffre qui s'ouvre sous nos pieds. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains déshumanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains tétanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains déshumanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains tétanisés. Les femmes là. Dévaluent au gré des marées qui ramènent les corps sur les barbelés. Des armées sans hommes avilisent des humains sans armes dont la flamme s'est diluée. Le monde se lisse, hisse les parvenus au sommet d'un palais qui s'est vidé. Des humains désœuvrés amassés dans l'impasse face au gouffre qui s'ouvre sous nos pieds. Des humains, 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 des humains déshumanisés. Nous sommes toujours avec Grégoire Kaufmann pour son livre L'Enlèvement aux éditions Flammarion. Le morceau que vous venez d'écouter s'intitule Des humains. Il est chanté par Erwan avec en featuring Salif Keita. Grégoire Kaufmann, vous avez reconnu, j'imagine ? Oui, évidemment. Erwan, d'ailleurs, est un personnage de mon livre. Parce que ce livre raconte aussi des histoires d'amitié. Le comité de soutien, c'est une formidable histoire d'amitié. Et puis moi, j'essaie de faire revivre aussi mes souvenirs d'adolescent. Donc, je mets parfois en scène mon entrée au collège Henri IV ou bien mes premières booms, mes premières amoureuses. Ça aussi, c'était un parti pris pour essayer de montrer que, voilà, que malgré tout, mon frère et moi, on continuait à vivre et on avait les questionnements, les fougues, les emballements, les déceptions d'enfants de 12-13 ans, quoi. Voilà. Et donc, et en même temps, il y avait quand même quelque chose de saisissant entre la violence de la situation et puis cette obligation de respecter la vie scolaire, la discipline de ce fameux collège Henri IV qui était connu pour son entre-soi assez élitiste, puisque il y avait dans cet établissement un certain nombre d'enfants de politiques, de stars de la télévision, d'artistes célèbres. Et ma mère profite de la situation pour nous faire inscrire mon frère et moi dans ce collège en arguant auprès du rectorat du fait que on méritait en tant que fils d'otage d'avoir une scolarité apaisée dans un environnement de saine émulation. Donc on débarquait de notre port de Vanves
Et il y a cette rentrée dans ce collège. Hein, c'était par effet de contraste assez difficile pour moi en tout cas. Et puis c'est vrai que dans la cour de récréation, mon premier grand copain et vrai copain, et ça allait rester près de 40 ans plus tard, c'est toujours mon meilleur ami, Erwan, qui était lui-même un peu perdu dans cet univers. Il arrivait de Vitry. Son père était une grande star de la télé des années 1980, Pierre-Luc Séguillon, qui était d'ailleurs lui-même investi dans le comité de soutien auprès de ma mère. Donc il y avait aussi cette situation étrange de moi, collégien, assistant à cette porosité permanente entre le monde des enfants et l'univers des personnalités publiques sollicitées par ma mère pour s'engager dans le soutien aux otages français au Liban. Donc il y avait voilà, c'était parfois pénible à supporter pour mon frère et moi. Mais bon, Erwan, voilà, mon père a été libéré et Erwan est resté mon grand copain. Il est devenu un musicien de talent puisqu'il a fondé avec Fixie le groupe Java. Il a fait aussi pas mal d'albums en solo et ensuite Soviet Suprême. Il a commencé un petit peu par faire du rap musette, hein, même s'il aime pas trop cette expression. Mais c'est un chanteur percutant, plein de verve, et surtout c'est un véritable poète, c'est-à-dire les textes sont très beaux, souvent très drôles. Il a cette faculté, voilà, de faire vivre les mots avec ce débit très particulier qui n'appartient qu'à lui. Et pour moi, c'est après il a évidemment aussi vendu pas mal d'albums, fait beaucoup de concerts. Il est tout le temps sur la route pour aller faire des concerts. Et ça a été, et ça reste pour moi l'un des grands chanteurs aujourd'hui. Les textes sont très beaux et les clips sont très drôles aussi. Donc à voir. Vous parlez de la sphère publique dans laquelle vos parents évoluaient, donc un milieu d'intellectuels, d'artistes, de journalistes, de gauche essentiellement. Est-ce que vous aviez quand même des soutiens à droite ? Oui, tout à fait. L'un des principaux soucis de ma mère et l'un des impératifs qui était celui du comité de soutien, c'était de se distinguer aussi par une volonté d'ouverture et d'œcuménisme. Il fallait pas s'adresser uniquement à la gauche, mais montrer que la cause des otages pouvait réunir toutes les sensibilités politiques. Donc il y a eu des soutiens très précieux à droite, notamment Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre et maire de Bordeaux à l'époque, Jacques Toubon, qui était l'un des lieutenants de Jacques Chirac, et même Gérard Longuet, qui était après l'arrivée de Chirac à Matignon, le ministre des télécommunications, et qui va régler la facture de téléphone du comité de soutien, qui était très très élevée, puisque le comité ne cessait de passer des coups de fil à Beyrouth. Donc il y avait ces gestes comme ça, ces petits gestes parfois symboliques, mais là c'était un réel soutien financier de la part de Gérard Longuet, qui manifestait ainsi sa solidarité. Donc il y a eu aussi beaucoup de soutien à droite, mais il y avait également parallèlement à ça des arrière-pensées politiques, et puis tant la gauche que la droite ont tenté d'instrumentaliser à leur profit le dossier des otages, avec une forme de cynisme et de machiavélisme qui, avec le recul du temps, ne contribue pas à donner une image très très noble de la politique, puisque il y a eu aussi cette volonté de la part des ravisseurs de jouer sur les compétitions internes à la politique française, et le dossier des otages a été encore une fois et pour la droite et pour la gauche utilisé comme arme politique face à l'adversaire. Vous faites référence, j'imagine, aux élections législatives de mars 1986, remportées par la droite, et après Jacques Chirac est nommé Premier ministre par Mitterrand. Est-ce que vous avez remarqué une différence de traitement politique et de résultats entre la gauche et la droite ? Alors, c'est intéressant de noter que quelques semaines avant l'élection législative, il y a tout un faisceau d'indices qui tend à démontrer que la droite, qui allait arriver au pouvoir, parce que tous les sondages la donnent gagnante, envoie des émissaires pour négocier avec les représentants des ravisseurs, c'est-à-dire l'Iran, puisque en fait c'était derrière le Hezbollah libanais, il y avait le pouvoir des mollahs iraniens. Il y a des émissaires qui sont envoyés par Jacques Chirac pour négocier avec l'Iran, pour schématiser. Oui, parce que ceux qui revendiquent officiellement l'enlèvement, ça s'appelle l'organisation du djihad islamique, mais c'est un paravent pour le Hezbollah et donc évidemment au Téhéran. L'organisation du djihad islamique, en fait, c'est la cellule secrète et le bras armé du Hezbollah, dans le maquis des différents groupes
concurrent au sein même du Hezbollah, le djihad islamique est vraiment connu pour ses opérations commando. C'est l'organisation terroriste du Hezbollah qui organise des attentats suicides, qui prend des otages, etc. et qui frappe aussi Paris, puisqu'il y aura les attentats en 1986 qui vont susciter une forme de psychose dans l'opinion. Là j'ai fait une incise, une digression, mais pour en revenir en fait à cette séquence importante, la droite aurait fait envoyer des émissaires. Je préfère employer le conditionnel parce que les archives consacrées à ces combinaisons ne sont pas encore ouvertes et peut-être n'existent-elles pas et peut-être ne le seront-elles jamais, et par définition aussi ce type de tractation ne laisse pas de traces. En tout cas, tout semble indiquer que la droite a envoyé des émissaires avant les élections pour dire aux ravisseurs: attendez quelques semaines, on arrive aux affaires et nous on va surenchérir et vous aurez bien davantage une fois que nous on arrive au pouvoir, et attendez quelques temps pour les libérer parce que nous on veut en avoir en fait le gain politique, quoi. Et il semblerait aussi que la gauche ait fait la même chose. Peu avant la victoire de Mitterrand en 1988, il y aurait eu des émissaires envoyés par la gauche, encore une fois, ça encore du domaine des hypothèses, pour dire aux ravisseurs exactement la même chose: attendez encore quelques semaines, on va gagner les élections, on n'a pas envie que la droite puisse se prévaloir de ce succès, la libération des otages, avant l'élection. Attendez que Mitterrand soit élu, quoi. Aligre FM 93.1. Oui, parce que votre père sera libéré le 4 mai 1988, et c'est 4 jours avant le second tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, des polémiques ont éclaté, alors bien plus tard, sur les contreparties éventuelles à cette libération. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de manière factuelle ? J'en parle très peu dans mon livre parce qu'en fait je n'en sais rien, et encore une fois ça relève du domaine des hypothèses. Il y a eu évidemment des concessions qui ont été faites par rapport à l'Iran. Il y avait un certain nombre de contentieux, notamment la dette Eurodif. Il y avait évidemment le soutien de la France au régime de Saddam Hussein, et parce qu'on était en pleine guerre Iran-Irak. Donc il y avait également l'affaire du commando qui avait tenté d'assassiner l'ancien premier ministre du Shah d'Iran, Chapour Bakar. Il y avait comme ça toute une série de dossiers qui parasitaient la relation franco-iranienne, et le dossier les prises d'otages étaient un moyen pour l'Iran de faire pression sur le gouvernement français précisément sur ces dossiers-là. Donc il y a eu des contreparties, lesquelles on n'a jamais réussi à le savoir. Enfin, je pense que dans tout ce monde des services qui grouillent sous la surface, et les négociateurs qui sont allés libérer les otages, le premier d'entre eux, Jean-Charles Marcani, savent exactement ce qu'ont exigé les ravisseurs et ce qui leur a été donné. Moi, je n'en sais rien, et je m'attarde pas vraiment sur ces enjeux-là parce qu'en fait, j'ai pas voulu non plus faire une histoire des tractations diplomatiques et des barbouzeries autour du dossier des otages. Alors j'en parle évidemment, mais j'ai essayé de synthétiser parce que c'était pas vraiment mon propos. Mon propos, c'était bien davantage ce que dit la mobilisation médiatique, ce qu'elle nous dit des années 80, et comment à travers l'affaire des otages on comprend la nature profonde de ces années-là, tant sur le plan des imaginaires que des sensibilités. Ça a été presque un fil rouge pour essayer de revisiter les années 80, essayer de comprendre ce qu'elles nous disent de la France et de ses évolutions, de ses mutations à l'époque, puisque pour moi c'est un moment très important. Ces années 80, c'est vraiment la fin d'un monde et le début du monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la fin du long après-guerre et le début de ce monde dans lequel on est, c'est-à-dire le monde de l'immédiateté, le monde du toute information, le monde de l'image, le monde de l'amalgame entre islam et terrorisme, le monde où l'extrême droite commence d'élection en élection à monter dangereusement. C'est aussi l'époque des ambiguïtés de la droite républicaine face aux extrémismes. Enfin voilà, il y a toute une série comme ça il y a de débats d'enjeux qui s'invitent dans l'actualité et qui ne cessent de faire écho avec aujourd'hui. Même si dans mon livre, moi je ne parle pas de ces échos-là, au lecteur de comprendre, et il le comprendra lorsque je montre que Charles Pasqua reprend les éléments du discours de Marine Le Pen. Quel lapsus de Jean-Marie Le Pen. Ça fait évidemment penser, ça pourrait également faire penser à la stratégie d'un Éric Ciotti ou d'un Laurent Wauquiez aujourd'hui, quoi. Et ça commence à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une séquence inaugurale par rapport à quantité de phénomènes sociopolitiques encore à l'œuvre 35 ans plus tard.
Ça, c'est ce qui se passe en France. Je voudrais qu'on dise un petit mot sur ce qui se passe au Liban, parce qu'il y a déjà un premier moment fort, c'est le Noël 1985, où vous partez donc, avec votre frère et votre mère et d'autres accompagnants au Liban, à Beyrouth, pour être symboliquement et physiquement proche de votre père. Ma première question, c'est est-ce que vous aviez des espoirs à ce moment-là que ce voyage puisse aider à sa libération ? Est-ce que vous aviez des signaux en ce sens ? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous n'avez pas eu peur d'être enlevé à votre tour parce que c'est la mésaventure que va connaître une équipe de journalistes envoyée là-bas en 1986 ? Alors, s'agissant des espoirs de libération à ce moment précis, Noël 1985, non. On est allé à Beyrouth, en effet, pour que mon père sente la présence de sa famille dans la même ville lors de ce moment de fête familiale. Il l'a su, ça ? Oui, il l'a su. Ouais, on a su assez vite qu'il l'a su parce que on avait quelques lettres de lui et dans l'une de ces lettres, il évoque cette présence. Donc, ça avait été important d'être là à ce moment-là. Et puis, s'agissant du risque d'enlèvement, en fait, le déplacement avait été préparé dans les moindres détails. On était d'ailleurs sur place, entouré, protégé par les gros bras du mouvement Amal, qui étaient les chiites modérés, qui d'ailleurs avaient aussi des liens avec le Hezbollah. Mais il y avait ces hommes en armes en fait qui nous suivaient à chaque déplacement et encore une fois aussi les services français qui avaient fait en sorte que tout ça soit bien sécurisé. Hein. Alors c'était en fin 85. Un an plus tard, ce type de voyage n'aurait pas eu lieu. Ma mère y retourne, mais toute seule. Michel Cantal-Dupart ne vient pas parce que là les risques les enfants ne viennent pas. Les risques d'enlèvement sont trop élevés parce qu'il y a eu beaucoup d'enlèvements entre temps. Mais il n'en demeure pas moins que, en dépit du risque assez faible d'enlèvement nous visant à ce moment précis, à Noël 85, mon frère et moi, je me rappelle, on a vu pour la première fois la guerre, c'est-à-dire on a vu les chars d'assaut au milieu des carrefours, là, plein de gadous, on a vu les murs grêlés d'impact de balles, on a vu les milices armées, on a vu surtout le soir à l'hôtel Cavalier, hein, qui est dans la zone sunnite. Un soir, mon frère, on était nous enfermés dans notre chambre. D'ailleurs, c'était très frustrant parce qu'il y avait juste en face de l'hôtel une salle de jeux vidéo qui scintillait de tous ces Mario Bros, et on n'avait qu'une seule envie, mon frère et moi, c'était traverser la rue pour aller faire une partie, mais interdit de sortir de l'hôtel évidemment. Donc on était quand même à s'ennuyer dans l'hôtel, dans la chambre, à se bagarrer, à sauter sur les lits. Et puis mon frère me dit à un moment, c'était le soir, regarde, viens, regarde il était accoudé au balcon, et là on voit dans le lointain des éclairs qui strient le ciel, quoi, des jets de lumière qui strient le ciel, et puis la présence de ce martèlement sourd et régulier. En fait, dans les faubourgs de Beyrouth, les miliciens discutaient à l'artillerie lourde, quoi. Donc on a entendu la guerre, quoi. Donc il y avait quelque chose de surréaliste en quelque sorte, de si jeune d'arriver de notre petit 14e arrondissement du collège Henri IV, et puis le lendemain de se retrouver dans un pays en guerre avec cette présence quand même de la guerre qui était là sous nos yeux, hein, parce que Beyrouth en décembre 85, c'est quand même des ruines et des soldats un peu partout, quoi. On sentait cette tension, cette fébrilité aussi, cette fébrilité anxieuse des Beyrouthins qui fascinait tant les journalistes occidentaux, hein. C'est pour ça ils nous rêvaient que d'une seule chose quand ils revenaient du Liban, c'était repartir au Liban, parce que il y avait un côté addictif, cette violence, cette violence et il créait un effet de dissonance qui était comme une drogue pour eux, quoi. Les journalistes ont d'ailleurs souvent décrit cette addiction, quoi, avec ces montées d'adrénaline, avec cette extrême facilité à passer d'un camp à l'autre aussi, parce que au Liban, c'est un petit pays, les distances sont très courtes, donc les journalistes, quoi, il y avait cette fébrilité, cette véritable fascination exercée par la réalité d'un pays en guerre, la guerre civile. Et il y avait ce phénomène qui s'invitait dans les médias et qui est aussi un trait dominant des années 1980. Il y a un événement dramatique auquel vous avez fait référence, c'est l'annonce du décès en captivité du co-détenu de votre père, Michel Seurat. C'était le 5 mars 1986. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Et notamment,
dans vos relations avec les familles des autres otages? Est-ce qu'on se dit à qui le tour maintenant? Est-ce qu'il y a des reproches qui sont faits en disant pourquoi lui et pas l'autre? Est-ce que ça bouleverse les relations entre les otages, entre les familles des otages? En partie, oui, en partie. D'abord, l'annonce de la mort de Michel Seurat, ça a été l'horreur, puisque je parlais de la mort qui était omniprésente. Comme je vous le disais au début, le système des prises d'otages, c'est que c'est un chantage à la mort qui est exercé en permanence sur l'otage. Mais ma mère avait toujours essayé de nous rassurer, mon frère et moi, en me disant, mais papa, mais non, il est en sécurité quand même, il est sans doute bien traité, ils vont pas le tuer, parce que la question des enfants, c'était, est-ce qu'ils vont tuer papa, quoi, en gros. Et ma mère a sans cesse tenté de nous rassurer. Et là, avec la mort de Michel Seurat, elle peut plus mentir aux enfants et leur cacher la vérité. On envoie des photos de Michel Seurat dans son linceul. Donc tout d'un coup, la mort s'invite vraiment brutalement au sein de la famille, quoi. Et donc c'est un moment de terreur totale, d'incompréhension. On est en vrai totalement perdu. Pour dire la vérité, ça c'est un souvenir très précis que j'ai, celui de l'annonce de la mort de Michel. On était en bas là en train de regarder la télé. Ma mère tout de suite arrive en nous prenant la télécommande parce que ça allait être annoncé à la télé. Elle a préféré nous faire monter dans le salon pour nous dire, écoutez les enfants, voilà, vous allez l'apprendre. Ils ont annoncé la mort de Michel Seurat. Donc ça a été l'horreur. Et puis il y a un emballement médiatique fou à ce moment-là, parce qu'on est à quelques semaines des élections. Il y a une sorte de course à la montre pour essayer de libérer les otages. Il y a des manifestations, il y a une cassette vidéo qui arrive. Enfin, il y a un emballement de tous les instants. Il y a une équipe de France, d'Antenne 2 qui est prise en otage parce qu'elle est allée couvrir l'annonce de la mort de Michel Seurat sur place. Donc il y a 4 otages en plus. Tout ça, ça se passe en quelques semaines, à partir du 5 mars, même en 10 jours. Enfin, je dis quelques semaines, mais en 10 jours, il y a une accélération incroyable des événements qui se bousculent dans tous les sens. C'est très confus aussi, hein. Et surtout l'opinion a peur parce que les ravisseurs, pour eux, c'est aussi une manière de frapper de stupeur l'opinion française, hein, par ces prises d'otages, par les photos de Michel Seurat dans son cercueil, par les menaces, les communiqués vengeurs avec ce style crépusculaire et combinatoire qui définit si bien l'imaginaire morbide du djihad islamique. Donc il y avait tous ces éléments là tous ces événements qui se bousculaient, et surtout on assiste à un tournant aussi, puisque certaines familles d'otages vont avoir un discours de plus en plus critique par rapport à ma mère, et notamment Marie Seurat, qui est aujourd'hui restée très proche de ma famille, mais et dont les filles sont comme nos petites sœurs à mon frère et à moi. Mais il y a eu quand même des tensions entre ma mère et Marie, parce que Marie, après l'annonce de la mort de Michel, faut imaginer c'est la faute de ce que vous avez fait. C'était, il faut arrêter elle disait, faut arrêter le boy scoutisme. C'est 68 arts qui pensent qu'on sait, en faisant des concerts, qu'on va libérer les otages. Ils ont vraiment rien compris à la vie. D'autant qu'elle habitait à Beyrouth, elle était sur place. Hein. Marie, elle est d'origine syrienne. Et Marie, elle avait aussi sur place ses réseaux. Elle avait aussi des informations qui parvenaient jusqu'à elle. Et donc, Marie a un discours très critique par rapport à ma mère après l'annonce de la mort de Michel. Mais sans que ça soit sans rompre tout à fait avec elle non plus, parce qu'elle restait en relation. Et encore une fois, après, mon père est revenu, et c'est surtout lui qui a donné des nouvelles de Michel Seurat à sa femme. Donc, et on est devenu ensuite très très proche de la famille Seurat. Oui, parce que ce qu'on a su après, c'est qu'il serait mort peut-être de maladie, et d'ailleurs son corps a été retrouvé, j'allais dire, mais en tout cas quelques années après, 2005 ou 2015, j'ai plus la date en tête. Je ne veux pas dire le bêtise, je l'ai dans mon bouquin, je crois que c'est 2004. Peut-être que je me trompe, hein, j'ai plus le livre, j'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est 2004. C'est juste dans mon livre qui est sous mon nez, mais je ne vais pas l'ouvrir, ça nous ferait perdre du temps. Voilà, non, en fait, ce qui se passe, c'est que Michel, en fait, on a su, quand mon père est revenu, qu'il avait été non pas exécuté, mais qu'il était mort de maladie, puisque mon père l'a vu et entendu agoniser, en fait. Donc, il serait mort, on ne sait pas, on pense que c'était un cancer. En fait, c'était plus probablement une hépatite. Et donc, Marie a toujours voulu qu'on lui rende le corps de son mari. C'était une exigence qu'on lui rende au moins ce corps, quoi, pour qu'elle puisse faire son deuil. Et puis, voilà. Et puis, et en fait, par hasard, Marie pense que c'est par hasard. On a parfois dit que peut-être ça avait été un peu mis en scène, on ne sait pas trop. On a retrouvé son corps dans une banlieue de Beyrouth, hein, je crois. Et donc il a été rapatrié en France un peu avec tous les honneurs. Et d'ailleurs, à ce moment-là, mon père et mon frère sont revenus à Beyrouth, mais uniquement sur le tarmac, pour récupérer en fait le cercueil et puis pour revenir en France avec le corps de Michel, quoi.
Je vous propose une deuxième pause musicale, Grégoire Kaufmann, pour écouter un autre titre d'Erwan, mais cette fois-ci avec son groupe Soviet Suprême. Alors dans ce groupe, ils sont très drôles les trois, ils sont trois. Donc il y a Erwan qui prend le surnom de Sylvester Staline. Il est entouré d'un chanteur, John Lennon, et puis d'un DJ, le DJ Khrouchtchev. Donc le titre qu'on va écouter, qu'on a choisi ensemble, c'est Bolchoï, tiré de leur album L'International. Et à tout de suite. Vous écoutez Allegre FM 93.1. Sfera. T'aimes quand c'est danse? Dans le Bolchoï. T'aimes quand ça tanque? Dans le Bolchoï. T'aimes quand ça barde? Dans le Bolchoï. Jet lag? Au goulag. T'aimes quand ça fouette? Dans le Bolchoï. T'aimes quand ça claque? Dans le Bolchoï. T'aimes l'opérette? Dans le Bolchoï. Jet lag? Au goulag. Bouge bien ma gourgandine. T'aimes quand ça combine des spaces comme Lady Gagarine. T'aimes le son direct, qu'on se gargarise. Quand ça coule, ça fouette, ça se barbarise. Original, soviet, et les corps combinent. Ça glisse, ça soigne comme la margarine. Sois suave classe comme une caucasienne qui danse Kalinka comme une alcaline. T'as le cou qui dodeline, le dos ondulé d'andine. T'as les yeux qui dégoulinent. Remets bien ton popotin, faut pas rester statique. Tes pieds décollés patinent, tes mains sont calancaline. Tu chauffes comme la scarlatine, pose tes petits patins comme un élastique. T'aimes quand c'est danse? Dans le Bolchoï. T'aimes quand ça tanque? Dans le Bolchoï. T'aimes quand ça borde? Dans le Bolchoï. Jet lag? Au goulag. T'aimes quand ça fouette? Dans le Bolchoï. T'aimes quand ça claque? Dans le Bolchoï. T'aimes l'opérette? Dans le Bolchoï. Jet lag? Au goulag. Tu fais des points dans la discothèque. Dans son tutu dans la jungle à sec. Le lac des signes va sur High-Tech. Tu cherches un malos à l'opitech. Un protaillé comme un architecte. Bouge bien ton boulot, remets ton beefsteak. T'aimes quand c'est danse? Dans le Bolchoï. T'aimes quand ça tanque? Dans le Bolchoï. T'aimes quand ça borde? Dans le Bolchoï. Jet lag? Au goulag. T'es plein de malinini, ta langue se délilili. Tu portes des slims et tu danses comme un délilili. Bouge bien ton boulot, gal, tu te ramollis. T'es pas en smart, orange ou en mini-nini. T'aimes bien la grâce, la graisse et le cirque à kiki. Les dos réré de Tahiti titi. Les danses de Balilili, de Nami Bibi Bibi. Et quand on met en transe comme au Malilili. T'aimes quand le bal, quand le bal, quand le bal balai. T'aimes quand le bal, quand le bal, quand le bal balai. T'aimes quand le bal, quand le bal, quand le bal balai. T'aimes quand le bal, quand le bal, quand le bal balai. De retour avec Grégoire Kaufmann pour son livre L'Enlèvement aux éditions Flammarion, qui raconte l'histoire de sa famille mêlée à celle des affaires des otages du Liban. Dans la dernière partie de notre entretien, Grégoire Kaufmann, je voudrais vous interroger sur la période de captivité de votre père, les 1000 jours, sans forcément vous demander les détails sordides de cette affaire, mais essentiellement, est-ce qu'il vous en a parlé ? Est-ce que c'était immédiatement après son retour ou est-ce que c'était bien après ? Alors, dès qu'il est revenu, il a eu envie d'en parler. Donc, il a d'ailleurs donné une interview fleuve à son journal, l'événement du jeudi, où il raconte en détail, et ce sont des détails souvent insoutenables, l'enfer de ces 3 années de détention. Il n'y a pas de tabou ni de gêne par rapport à ce qu'il a vécu durant ces 3 ans-là. Donc, on peut en parler assez librement, même s'il ne s'exprime pas publiquement sur la question, mais en tout cas dans le cadre familial. Mais le problème, c'est qu'il
il est réellement gêné, pas gêné d'en parler. En fait, non, je m'exprime mal. Ça produit en lui un sentiment d'ennui, en fait, parce que ça relève de l'indicible. Donc, en fait, il répétera toujours un peu la même chose, mais sans pouvoir nous faire partager véritablement l'expérience qu'il a vécue. Donc, il en parle, mais ça s'apparente un peu à une corvée d'en parler pour lui. Il ne s'agit pas d'une pudeur, d'une gêne ou d'une réserve, mais plutôt d'un sentiment de désœuvrement. En parler, c'est pas forcément le sujet qui s'invite le plus immédiatement dans la conversation avec lui, quoi. Votre père était journaliste et il est devenu écrivain sur le tard, en fait, à son retour en France. Ses principales œuvres viennent de sortir dans la collection Bouquins sous le titre Zone Limite, un titre que je trouve très joli et énigmatique à la fois. En fait, son premier écrit, c'était Le Bordeaux retrouvé, un petit ouvrage paru en 1989, donc peu de temps après son retour en France, parution hors commerce, donc seulement pour les amis, et qui reprend 3 articles qu'il avait écrits pour le journal L'Amateur de Bordeaux, dont il était le cofondateur. Et le vin, d'ailleurs, fut un sujet de conversation permanent avec Michel Seurat. Ça les rattachait à la fois à la France et à la vie. Et puis, on voit très bien la métaphore qu'il a pu utiliser. Par exemple, quand il se réfère à ses geôliers, il écrit « Le fanatique est un terrible simplificateur. Dans tous les domaines, le contraire, justement, d'un bon cuisinier et des hommes qui font le vin. » Donc, on trouve des allusions à peine voilées à sa période de captivité au Liban. Et puis après, il n'en parle plus. Le sujet est mis en sourdine. Et on retrouve des références à cette période au Liban à partir de la Maison du Retour en 2007. Est-ce que ça veut dire que maintenant il est apaisé avec ça ? Oui, mais encore une fois, le processus de création littéraire l'a autorisé à parler de sa détention sans en parler, en fait, en quelque sorte. Mais c'est vrai que avec la Maison du Retour, c'est aussi peut-être... alors moi, je ne vais pas me faire le juge de la production littéraire de mon père, mais à mon sens, en tout cas, à partir de la Maison du Retour, il va se diriger vers des livres où il va peut-être laisser un peu derrière lui... ces mondes des confins, de l'insularité, de l'isolement. Ce seront des livres plus enjoués. Par exemple, il a fait mon livre préféré de lui, c'est Remonter la Marne, où il raconte comment il est parti de Paris, il a remonté la Marne jusqu'aux sources de la Marne avec des incises historiques, une description de la réalité sociale de cette France oubliée, de cette France périphérique. Et il a écrit ces livres-là. Mais l'Amateur de Bordeaux, c'est vrai, est un livre intéressant puisque c'est le seul livre où il évoque quand même très directement sa détention. Il parle de ses ravisseurs, enfin, il y a des détails très précis sur sa détention, même si, encore une fois, et vous l'avez très bien dit, c'est la métaphore du vin lui permet aussi de mettre en avant les notions d'art de vivre, les notions de liberté aussi, parce que le vin, c'est la liberté. Donc, c'est une manière de parler de sa détention, comme vous l'avez dit. Oui, il a appris à Michel Seurat d'ailleurs la classification des grands vins de Bordeaux, voilà, je crois. Ouais. Alors, du coup, moi je suis obligé quand même de vous ramener à cette histoire d'otage, même s'il a écrit autre chose, effectivement, et vous avez cité la remontée de la Marne. Dans la préface de cette anthologie, votre père écrit « J'écris pour faire disparaître ma condition d'ex-otage. En même temps, je ne veux pas qu'on l'oublie. Cette contradiction est le point invisible qui rend plus compréhensibles les livres que j'ai écrits. » Vous, est-ce que vous en parlez encore ? Parce que, bon, vous avez le même nom de famille, évidemment, mais vous êtes historien et pas journaliste, vous travaillez sur le 19e siècle et pas sur la période contemporaine. Mais est-ce que régulièrement, dans votre parcours, on vous fait revenir finalement à votre condition d'enfant d'ex-otage ? Alors, de moins en moins, parce qu'évidemment, avec les décennies... de décennie en décennie, c'est une affaire qui s'éloigne dans le temps, donc c'est un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Mais il est vrai que dans les années 90, par exemple, j'ai été immédiatement associé à cette affaire et on m'identifiait comme étant le fils de Jean-Paul Kaufmann, ex-otage. Alors, ça arrive encore, mais c'est très net et ça permet justement d'avoir cette dimension générationnelle. Elle permet aussi de savoir l'âge des gens sans qu'ils aient à nous dire leur âge, parce qu'on dit ça, il est né avant 1985 ou après 1985. Voilà, le point de départ du livre, on l'a dit au départ évidemment, c'était l'été 2018 quand votre ami Yann Potin
qui est chargé d'études documentaires aux Archives nationales, se propose de récupérer les archives et puis de travailler dessus. Finalement, c'est vous qui avez travaillé dessus. Et vous dites en conclusion, comme une petite pique, qu'en 2023, les archives n'ont toujours pas été récupérées par les services administratifs. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de matière à faire des travaux ? Oui, il y a une immense matière. Moi, ces archives, on a très envie de les donner aux Archives nationales précisément parce qu'elles seraient, à mon avis, pour les historiens du 2e, 20e siècle, une mine d'informations avec, encore une fois, cette manière de comprendre les imaginaires de l'époque à travers les correspondances. C'est un fond très très riche et j'aimerais beaucoup que les historiens s'en emparent. Le fond, il est prêt, il est dans la grange, dans les Landes. On l'a sauvé de l'humidité et de la critique rongeuse des souris en le transvasant au grenier sous les combles où l'aération est meilleure et surtout elles ne sont plus soumises à l'humidité et aux champignons et aux petites bactéries qui viennent détruire l'archive. C'est ce que m'a également expliqué Yann Potin. Donc elles sont prêtes, mais Yann Potin maintenant doit venir les chercher. Donc c'est prévu, ça se fera normalement cette année, mais on n'a pas encore fixé la date. Mais il fait beaucoup de choses, mais on va réussir à trouver un moment. Avec quelques bonnes bouteilles à ouvrir, si je comprends bien. Ouais. Notamment à Omar Buzet, par exemple. Dernière question, Grégoire Kaufmann. Est-ce que vous êtes retourné au Liban depuis cette époque ? Jamais, non. C'est un choix de ne pas y aller ? La circonstance ne s'est pas produite ou... Moi, mon rêve, c'est d'être invité à Beyrouth pour parler de mon livre. D'accord. Et en plus, il y a eu aussi, il faut aussi souligner la formidable solidarité du peuple libanais, parce qu'il y avait beaucoup de gens au Liban qui soutenaient ma mère dans son combat aussi, quoi. Il y avait aussi, ma mère veillait aussi à mettre en avant cette amitié franco-libanaise. Les Libanais étaient les premiers à souffrir des prises d'otages, puisque c'était d'abord les Libanais qui étaient pris en otage. Et c'est ce qui gênait aussi un peu Marie Sora. Elle disait, c'est aussi une question de décence. Souligner l'importance des otages occidentaux tend peut-être à minorer aussi la souffrance des familles d'otages libanais sur place qui retrouvaient les leurs souvent pieds et poings liés, les cadavres dans la rue. Enfin, c'était quelque chose d'abominable aussi pour les Libanais, quoi. Bon, en tout cas, le souhait est lancé. J'espère que les organisateurs du Salon du Livre francophone à Beyrouth nous écouteront. Merci beaucoup, Grégoire Kaufmann, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre, c'est L'Enlèvement, un récit publié chez Flammarion et actuellement disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro et je vous souhaite une bonne soirée musicale sur les antennes d'Aligre FM. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez Aligre FM 93.1.